Bonjour et bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut coach Romu. Salut coach Guida, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique jouée en 1973 en URSS entre les grands maîtres Alexandrov et Zaïtsev. Une position particulièrement tranchante, les deux joueurs sont à l'attaque et donc votre mission, si vous l'acceptez aujourd'hui, est de trouver comment les blancs ont réussi à gagner cette partie. Et Romu ensuite va vous dévoiler tous les secrets de la position comme à son habitude. Donc comme tu l'as dit Laurent, effectivement la situation est assez tendue puisque les deux rois sont attaqués. On voit que le roi blanc notamment est menacé de mat en un coup avec dame H2. Donc ça chauffe parce que le fou A6 contrôle la case F1 de fuite. On voit que le roi noir se trouve en C8 en face de la tour en C1. On voit que la tour en D1 également est placée activement sur une colonne ouverte. On voit également que la dame en F4 a un œil sur le cavalier en C7, qui est un peu le point de convergence avec la tour C1. Les deux fous sont braqués sur le grand roc des noirs, le fou G2 et le fou E3. Le cavalier en C3 est prêt également à bondir sur la case D5, la case B5 éventuellement, de façon à actionner la tour C1 qui est juste derrière lui. Donc bref, tout est en place pour que le feu d'artifice commence. Et comme on l'a dit, comme les noirs menacent mat, il vaut mieux aller très très vite parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le choix, donc, c'est ça ou on est mat, quoi. C'est ça, exactement. Donc comme toujours, il faut regarder d'abord les coups qui font échec. Ici, des coups qui font échec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a dame prend F5 et dame prend C7. Et bon, il y a fou prend B7 aussi, mais on sent que ça va pas être D8 si on veut être exhaustif, mais on comprend bien que certains coups vont pas faire grand-chose. Donc le bon coup, vous l'aurez deviné, c'est dame prend cavalier C7. Ok, donc pour attirer le roi en face de la tour C1 encore un petit peu plus, pour nettoyer la colonne. Voilà, exactement. On a éliminé le cavalier C7 qui faisait un peu tampon entre la tour C1 et le roi C8. Donc maintenant, le roi ne peut plus se cacher. Donc il faut continuer la chasse au roi par le coup cavalier B5. Donc le cavalier se joint à l'attaque et bien sûr la tour C1 également. Donc double échec. Et dans ces cas-là, on sait qu'on est obligé de bouger le roi avec roi B8. Alors jusqu'ici, on a pu y penser, mais il fallait encore trouver la suite. Oui. Donc là, le premier coup qui peut venir à l'esprit, c'est probablement fou F4 qui peut interpeller, puisqu'on se dit le fou se joint à l'attaque, il force le roi à aller éventuellement, il force le roi à aller dans le coin, et on sent qu'après cavalier C7, les blancs vont avoir des choses intéressantes sous la main. Sauf que sur fou F4, les noirs peuvent jouer tour E5, interposer la tour, et on voit pas trop comment continuer. Il n'y a plus d'échec en fait, enfin, il en reste un. C'est ça. Mais après, une fois qu'on a fait cet échec-là, on n'a plus qu'à abandonner, quoi, quasiment. Ouais, on n'a plus d'essence dans le moteur, et donc fou F4 ne va pas. Alors peut-être que certains de nos followers ont pensé à fou F4, mais n'ont pas pensé à la défense tour E5. Ils se sont peut-être dit que les noirs allaient interposer le cavalier E5, et dans ce cas-là, on a un gain possible avec les blancs qui commence par tour D8, qui va beaucoup ressembler à ce qu'on va voir dans ce que tu vas nous expliquer ensuite. Donc ici, attention, c'est une erreur assez classique, on va dire. Lorsqu'on cherche une tactique, on a tendance à ne pas assez bien faire attention aux ressources défensives de l'adversaire. Et si sur cavalier E5, tour D8 fonctionne, c'est parce que la tour noire sera surchargée, évidemment, entre la case D8 et la case E5. Mais si les noirs trouvent tour E5, là, il n'y a plus de surcharge, il n'y a plus d'histoire comme ça, et simplement, les blancs sont fichus, quoi. Donc, il faut être précis dans l'ordre de coups, Romu. Oui, souvent, ce qu'on aime répéter, c'est que lorsqu'une combinaison ne fonctionne pas dans un sens, il est souvent utile de changer l'ordre de coups. Et bon, ça marche pas toujours, mais en tout cas, ça marche assez souvent. Et là, en l'occurrence, ça va marcher, puisque le bon ordre de coups commence par tour D8 échec. Donc l'idée est évidemment de dévier la tour de la case E8 et ainsi empêcher qu'elle s'interpose sur la case E5 après fou F4 échec.
Ouais, donc très ingénieux, et on ne peut trouver ce genre de coup qu'en faisant très attention aux ressources de défense de l'adversaire. Ouais, totalement. Ok, donc dans la partie, il a décidé de donner un cavalier. Bon, il n'était pas obligé, hein. Il aurait pu jouer roi à 8 tout de suite, mais ça changeait rien. Changé. Et là, on continue, donc évidemment, toujours pareil, on n'a pas trop le choix. Cavalier C7, roi B8, et donc on voit que maintenant, on va faire une découverte de cavalier. Donc bien sûr, en tant qu'à faire, on supprime le fou A6, qui en plus était une pièce très importante, puisque le fou A6 contrôlait la case de fuite du roi blanc, notamment. Roi A8 est forcé. On en remet une couche avec cavalier C7. Roi B8. Alors là, on sent que déjà les blancs sont sauvés, ils peuvent déjà faire match nul et répéter la position, mais je crois qu'ils n'étaient pas trop dans cet état d'esprit. Et on jouait le coup cavalier D5. Ok, alors peut-être que c'est un peu mystérieux comme ça au premier abord si on n'a pas vu la suite. On aurait pu penser plutôt à, si on est très matérialiste, on peut penser à cavalier E6 pour aller prendre la tour. Qu'est-ce qui motive finalement les blancs à mettre le cavalier sur cette case qui au premier abord est inutile? Alors en fait, on voit que pour le moment, l'attaque blanche repose que sur 2 pièces. Trois pièces, pardon. Le fou G2, le fou E5 et le cavalier D5, puisqu'on fait cavalier C7, cavalier A6, qui profite du clouage du pion B7 grâce à l'action du fou G2, et la tour C1 reste spectatrice. Et l'idée de cavalier D5, c'est de trouver un moyen de faire intervenir la tour dans l'attaque. Pour cela, on voit que sur la colonne C, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, tout est sous contrôle. Et l'idée, c'est de la faire intervenir sur l'autre colonne où le roi se trouve, à savoir la colonne A. Et une tour n'est jamais aussi utile que sur les colonnes ouvertes, donc il va s'agir d'ouvrir cette colonne A par le coup cavalier B6. Donc on sacrifie une nouvelle pièce, ici il n'y a toujours pas le choix, on est obligé d'accepter. Voilà, et maintenant la colonne A s'ouvre, et après tour A1, c'est un joli mat, puisque le fou E5 veille au grain et empêche le roi de s'enfuir en B8. Donc un magnifique enchaînement de 11 échecs consécutifs pour les blancs, qui étaient menacés d'un mat en 1, mais puisqu'ils avaient l'initiative, puisqu'ils étaient les premiers à dérouler leur plan, en faisant tout le temps échec, on n'a pas laissé le temps à l'adversaire de faire sa propre idée, et ce sont les blancs qui se sont imposés. Donc magnifique tactique d'Alexandrov. Et Romu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible pour nos followers qui sont peut-être les moins habitués, qui sont peut-être amateurs, qui ont commencé les échecs il n'y a pas très longtemps, est-ce que c'est possible pour eux de calculer comme ça 11 coups à l'avance? Oui, en fait, il ne faut pas être impressionné par le nombre de coups, mais juste se dire que on est au pied du mur. Dans la position initiale, on est menacé de mat en un coup. Donc on comprend qu'il faut chercher les échecs en premier, c'est la méthode que l'on a énoncée au fil des vidéos, les échecs, les prises et les menaces, dans cet ordre-là. Donc à partir du moment où on recherche les échecs, déjà les coups, la liste de coups candidats, elle est assez réduite. Ensuite, comme on l'a dit, il faut faire attention aux ressources adverses et à l'ordre de coups, mais on voit qu'à chaque fois, la réponse noire, elle est quasi forcée. Donc c'est pas très très difficile à calculer. À chaque fois, le roi noir a qu'une case. C'est ça. Donc il est beaucoup plus facile de calculer une variante très longue, mais qui n'aura pas de déviation, en quelque sorte, on n'aura jamais de croisement sérieux. C'est plus facile de calculer une variante de 11 coups que de calculer 5 ou 6 variantes qui elles-mêmes vont être imbriquées les unes dans les autres, voilà, avec beaucoup de possibilités de part et d'autre, effectivement. Ouais, complètement. Ok, bon on espère que vous aurez trouvé cette tactique, ou en tout cas que ça vous aura motivé à chercher le plus loin possible dans vos prochains efforts, on va dire, de calcul. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous voulez partager avec nous vos réflexions, nous suggérer des améliorations, ou simplement nous dire bonjour, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas aussi à partager auprès de vos amis qui souhaitent s'entraîner dur aux échecs, à leur partager cette vidéo. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir chaque jour votre tactique pour faire marcher vos méninges, tout simplement. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.